Bonjour Malika Zediri. Un Bonjour. grand merci d'avoir accepté de faire cette audition avec nous. Vous êtes porte-parole de l'APES Oui. et peut-être que vous pouvez commencer par expliquer ce que c'est l'APES et nous dire un peu de ce que vous défendez dans cette période qui est extrêmement difficile, notamment pour les chômeurs et les précaires. Alors, la PES, c'est une association de chômeurs, chômeuses et précaires, c'est-à-dire de gens qui, depuis longtemps, pour qui la vie est rythmée entre des périodes de chômage et des périodes d'emploi. Donc, on voit bien que c'est principalement des gens qui sont non qualifiés, qui sont plutôt âgés, etc., tous ceux qui ont du mal dans cette société. Alors nous, on se bat depuis toujours pour une juste indemnisation de toutes les formes de chômage. Parce que voilà, nous, on sait dans nos vies, ça a traversé nos vies, celles de nos parents, de nos grands-parents, le chômage dans une famille, c'est la poisse. C'est la trouille de tout le monde quand tu as que ta force de travail à vendre pour faire un peu de… voilà, le chômage, c'est la poisse. Nous, on se bat depuis 30 ans pour une meilleure indemnisation de toutes les formes de chômage, parce que la dernière période a montré que le travail précaire allait en explosant, etc. Donc, on s'est évidemment battu contre la réforme d'assurance chômage auquel Macron a dit qu'il allait en reporter une partie seulement, parce qu'il y a toute une partie de la saloperie qui est mise en œuvre déjà, sur le nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir prétendre à la première allocation. Euh, Avant le mois de juin, c'était 4 mois. Il y a quelques mois, c'était 4 mois. Aujourd'hui, on est à 6 mois. C'est-à-dire vous pouvez prétendre à rien si vous n'avez pas 6 mois d'indemnisation dans les 2 dernières années. Avant, le temps aussi était plus long. Quand je dis avant, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a quelques mois, en vérité. Et là, devait être mis en œuvre au 1er juin l'autre saloperie qui consistait à calculer le montant de l'indemnisation. Comment? 1er avril, Malika. 1er avril, voilà, c'est ça, 1er avril, donc qui consistait à changer complètement les méthodes de calcul de l'indemnité journalière, puisque quand vous touchez, alors juste une petite parenthèse, excusez-moi, mais avant cette réforme, il y avait déjà moins d'un chômeur sur 2 qui était indemnisé par l'assurance chômage. Il faut l'avoir en tête, ce chiffre-là, quoi. Et on nous a vendu cette réforme sous l'aspect les chômeurs, il faut que ça retourne au boulot, etc., etc. Je ne veux pas caricaturer, mais on se souvient bien des campagnes des derniers mois, des dernières années. Donc voilà, on arrive à une situation comme ça. Et au mois de juin, au 1er avril, devait être mis en œuvre une mesure qui a été repoussée au mois de septembre, qui change le calcul de l'indemnité journalière. C'est-à-dire qu'avant, on calculait votre indemnité journalière par rapport au nombre de jours travaillés, que vous aviez travaillé et ce que vous aviez perçu. Aujourd'hui, on calcule ça sur toute l'année. C'est-à-dire sont pris en compte, y compris les périodes pour les travailleurs précaires où vous n'avez pas bossé. Entre 2 allocations, par exemple, ou entre 2 moments de chômage, d'ailleurs, parce qu'il faut éviter de faire croire que les gens ils chercheraient que des allocations. Tu arrives à chercher une allocation quand tu n'as pas d'autre solution, quand tu ne trouves pas de boulot. Et là, il y en a quelques-uns qui sont en train de faire cette expérience-là, et c'est terrible dans les familles. Quand on regarde l'explosion du chômage, même s'il est pour le moment partiel, et encore d'ailleurs partiel, comment on est en train de voir que sur les femmes, c'est pas si simple. Et en tous les cas, il n'y a pas de chômage partiel pour les intérimaires, les précaires, les gens qui n'avaient pas de moyens d'ouvrir de droits. Donc voilà, il devait calculer ça. Donc Macron, il a, avec le début du confinement, etc., quand il essaie d'éteindre des feux, comme la réforme des retraites, il a repoussé la mise en œuvre de ça au mois de septembre. Ça ne doit pas avoir lieu, cette réforme. Même, on doit rediscuter des conditions d'indemnisation du chômage. On voit bien là que personne ne choisit le fait de ne plus pouvoir bosser. Il n'y a que les rentiers et les héritiers qui peuvent penser comme ça. Dans le milieu ouvrier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'on a besoin de salaire pour vivre. Oui, Voilà. d'ailleurs, Donc, là, y compris les gens simples, font la démonstration par leur participation à la collectivité, par leur dignité, leur citoyenneté, etc., que tout ce qui a pu être vomi par nos… Moi, je suis très, très en colère. Très, très en colère. Vraiment. Ça me touche profondément, cette crise qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, au moins, le minimum du minimum, balancer cette réforme.
et se remettre tout de suite autour d'une table et penser tout de suite à ce que doit être l'indemnisation du chômage. N'oublions pas un truc. En 1945, quand la France était à genoux, qu'on crée la sécurité sociale. On crée la sécurité sociale et un système de retraite. En 1958, ça manque d'un cheveu que l'indemnisation du chômage passe comme une branche supplémentaire à la sécurité sociale. C'est les syndicats qui cèdent et le gouvernement de l'époque. Mais c'est une nécessité absolue. Et là, on le vérifie. Parce que ce coronavirus, au-delà, enfin, et c'est terrible ce que ça a comme conséquence, on voit bien les gens autour de nous, les copains, enfin, tous les gens qui sont malades, les gens qui décèdent, même si on peut considérer, il y en a qui disent oui, mais c'est des personnes âgées, ouais, d'accord, mais enfin, la vie, quoi, la vie, c'est du temps enlevé, puis les conditions dans lesquelles c'est en train de se passer, les derniers moments de vie des gens qui sont malades, seuls, avec des infirmières, du personnel soignant qui fait vraiment tout ce qu'il peut, mais qui est aussi, et il a l'habitude malheureusement, débordé, c'est-à-dire que ça court d'un lit à l'autre et c'est pas vrai que quelqu'un a le temps de rester 1 heure en attendant le dernier soutien. Voilà. Et moi, vous voyez, ce moment-là me touche beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour les chômeurs et les précaires, évidemment, c'est comme tous les fauchés, les gens qui sont au RSA, etc. Bah, cette période, elle est encore plus difficile que d'habitude. Et elle est plus difficile parce que l'avenir apparaît encore plus sombre qu'il pouvait l'être. On savait que ça allait être difficile, etc. Là, on sait bien, parce qu'on a cette expérience-là, que demain, c'est pas nous qui pouvons la payer, cette crise. On peut plus déjà. On est à l'os. Enfin, rappelons-nous le nombre de familles qui n'arrivent pas à mettre 50 € d'argent de côté par mois. Juste. Pour imaginer quelle capacité les gens ils ont en épargne pour pouvoir survivre là dans les 2-3 mois qui arrivent. Walou, c'est que dalle. Donc voilà. Et ça, c'est. Alors, tu as dit des choses extrêmement importantes, notamment la demande d'abrogation de la réforme de l'assurance chômage. Je pense que ça, c'est un point vraiment très important parce que si cette réforme, elle était bonne pour les chômeurs, dans une période justement très difficile, elle devrait être excellente, bien sûr. Le gouvernement aurait décidé de la mettre en place. Donc, le fait qu'ils ne la mettent pas en place, c'est bien la preuve que cette réforme, elle est faite non pas pour lutter contre le chômage en aidant les chômeurs, mais pour lutter contre les chômeurs. C'est pour faire des économies. Et pour faire des économies, exactement. Et la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante dans ce que tu as dit, c'est cette question. Donc, cette crise, elle révèle et elle aggrave encore les inégalités qui existaient déjà, notamment sur les plus précaires du pays. Et pourtant, elle montre aussi, et ça, je pense qu'il y a dans le monde d'après qu'on doit construire, il y a quand même une question très importante à se poser dessus, c'est que ceux qui sont les plus importants de la société, ceux qui font marcher essentiellement la société, tout à l'heure tu disais les gens simples, en fait, c'est les personnes les plus précaires, les moins rémunérées, et c'est les éboueurs, c'est enfin tous les métiers qui ont été complètement méprisés et qui en fait c'est pas le trader qui gagne je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois qui est important dans cette période, c'est eux qui font marcher la société et notamment d'ailleurs les femmes qui sont souvent en première ligne. Donc je pense que ça c'est important de le rappeler. Peut-être pour aller donc abrogation de la réforme assurance chômage, ça c'est je pense très important. Ensuite, tu as dit il va falloir penser différemment l'indemnisation du chômage et de gens qui n'ont pas choisi d'être au chômage. C'est ce qu'on voit actuellement. On sait qu'on est dans une crise déjà terrible aujourd'hui. Probablement, cette crise va donner lieu à une crise économique, à une crise sociale terrible après la période d'état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place si on continue pas avec les vieilles méthodes qui ont appauvri plein de gens et quelles sont les choses que vous préconisez, notamment sur l'indemnisation, une meilleure indemnisation des chômeurs? Bah nous on réclame avec un certain nombre d'associations, avec la CGT chômeurs, etc. Quand on dit une indemnisation décente de toutes les formes de chômage, c'est parce que nous, on pense au SMIC. Hein, il peut pas y avoir, enfin, je veux dire, on peut pas continuer avec des gens qui se retrouvent avec des droits déjà
moins d'un chômeur sur deux est indemnisé, et pour ceux qui sont indemnisés à hauteur des allocations qui correspondent même pas à la survie. Je pense qu'à tous ceux qui touchent 300, 400 euros, etc. Faut imaginer ce que ça veut dire en termes de vie. Et ça depuis longtemps, parce que y compris ce qui se passe à travers le chômage, la crise que ça, euh, le chômage, il est pour beaucoup responsable de toutes les situations de pauvreté, de grande pauvreté, parce que on sait aussi que le chômage, il se conjugue dans le temps. Il y a des milieux comme ça où, pour plein de raisons, y compris à l'échelle scolaire, etc., on n'est pas diplômé de l'enseignement supérieur, on n'est pas hautement qualifié, etc. On est des basiques. On est des basiques, on est des gens qu'on embauche pour pas cher parce qu'ils n'ont pas. Regardez, quelqu'un comme moi qui n'a pas son bac aujourd'hui, pas avoir son bac, c'est une tare incommensurable. On se fout de l'expérience des gens. On se fout totalement de l'expérience des gens. Mais enfin, par contre, les diplômes et les diplômes universitaires, ça c'est. Alors, quand je dis ça, je dis pas qu'il faut pas de diplôme, hein. Loin de là, mais tout le monde a le droit de vivre. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'y compris ceux qui tiennent beaucoup les choses. Moi, j'allais dire j'ai de la chance de bosser, mais ouais, là actuellement, j'ai du boulot qui me plaît et ça c'est une chance gigantesque. Et moi, je trouve qu'en ce moment, c'est tellement grave qu'avoir la possibilité de participer à l'effort collectif pour être dans le soutien à ceux qui vont encore plus mal que toi, eh ben c'est déterminant. Eh ben c'est les gens comme nous qui sont dans cette démarche-là. Et donc voilà, il va falloir. Parce que moi, vous voyez, on me dit le jour d'après, je me méfie un peu des jours d'après. On a déjà connu tellement de choses difficiles dans ce pays où le jour d'après, ben, on s'aperçoit que comme il y en a qui sont très forts, qui ont tous les pouvoirs, tous les médias, etc., et ben le jour d'après, il ressemble sacrément au jour d'avant. Voire même, c'est la reproduction. Enfin, c'est ça pourrait être encore pire qu'avant. Hein. On voit bien, y compris avec le taux de chômage qui explose, etc., la situation internationale, on peut aller au-devant de trucs terribles. Terribles. Si ça ne se règle pas, ici et ailleurs d'ailleurs, dans le droit, dans la reconnaissance de chacun, y compris de tous ceux qui ne sont pas les premiers de cordée, hein, et donc dans leur reconnaissance, il y a les moyens de vivre, il y a les salaires, il y a l'augmentation du SMIC. Je suis désolée, moi, comment vous faites avec un SMIC? Non, mais il faut qu'on m'explique. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas, ils ne mesurent pas. Et d'ailleurs, c'est tellement difficile qu'on aurait tendance à se dire, ah ouais, mais un SMIC, c'est mieux que rien. Bah ouais, on a dit la même chose pour le RMI à son époque. Un RMI, c'est mieux qu'un bol de riz. Mais en attendant, voilà, il y a plein de gens dans cette société-là qui n'arrivaient pas à vivre et qui, là, pour qui c'est encore plus compliqué, l'avenir s'annonce bien sombre. Donc voilà, des droits sociaux, l'augmentation des salaires, l'augmentation des bas salaires en priorité, sortir de la précarité, assurer les gens dans leur emploi, revaloriser tous les métiers du soin porté à l'autre, qu'il soit sanitaire, physique, psychologique, etc., en donnant les moyens aux professionnels de travailler. Il y a une crise sociale qui est majeure. Il faut répondre à ça. Il faut créer des emplois autour de ça. Ça crève dans les foyers de l'ASE en ce moment. Les monts placés, ça explose parce que le confinement, c'est pas possible. Comme ça, sans espace, sans moyens, sans référent adulte. Donc, on sait, nous, on demande, enfin, je veux dire, prenons la question sociale très, très au sérieux. Et de la même manière, prenons la question écologique sur le même niveau. Je pense qu'on maltraite autant la planète qu'on maltraite les hommes et les femmes qui sont dessus. Quel que soit l'endroit. Alors, bien sûr, nous, ici, on est un peu mieux lotis que dans plein d'autres endroits dans le monde. Mais c'est pas parce qu'on en rabattra ici qu'on fera du bien ailleurs. Et je pense que il faut qu'on arrive à tous se parler. Tous se parler. Je parle des gens, il y a aussi cet enjeu-là dans la sortie, dans ce jour d'après. On voit bien aujourd'hui qui c'est qui soutient toute une série de choses un peu partout. Il faut que ces gens-là, ils puissent se retrouver à la fois dans la parole, dans l'image, c'est-à-dire les gens qu'on montre, et dans la représentation politique. On a besoin de tout ça parce que, avec la gravité du truc, si tout ça, ça se passe pas, on se tapera dessus. On se tapera de ça ici, ailleurs, ici avec ailleurs, ici entre nous. Enfin, je veux dire, voilà, ça sera pas paisible.
Et moi, je vois, il y a des collègues qui me disaient ces temps-ci, ouais, mais tout ça, ça va coûter cher, tout ça. La France, elle est déjà pauvre, ça va être la catastrophe. Faut pas qu'on oublie tous les records de la finance, tous les records de nos grands patrons, etc., etc. Moi, j'ai pas de scrupules, hein. Il faut prendre, ça paraît un peu bateau de dire ça a été tellement employé et parfois mal employé, il faut prendre les sous là où ils sont. Il faut les prendre chez les riches, chez les puissants, chez les propriétaires. Ouais, je pense que tu as vraiment raison de dire qu'il faut faire très attention à tous ceux qui parlent du monde d'après, que ça soit pas comme avant ou même pire qu'avant. Sur ce que tu disais à l'instant, sur faut prendre les sous là où ils sont, nous on a proposé de rétablir le minimum du minimum, c'est-à-dire l'impôt de solidarité sur la fortune. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, ils font une espèce de cagnotte où ils invitent les gens à Ouais. mettre dedans, alors que nous on demande la solidarité et pas la charité, justement. Il y a la question aussi des ordonnances qui ont été faites et qui attaquent le droit du travail de manière très forte, avec les 60 heures par semaine qui sont établies et sur lesquelles on ne sait pas si on va pouvoir revenir. Enfin, il y a une espèce d'utilisation de ce que certains appellent une stratégie du choc pour mettre en place des mesures Ouais. très difficiles, très contre les précaires, très pro-puissantes, et que nous, on essaye justement que ce choc-là, ça soit aussi un choc de prise de conscience et de changement de notre vie collective, parce qu'on s'aperçoit de plein de choses, que la santé, c'est un bien commun, que justement, c'est les personnes les plus précaires qui sont en première ligne. Et d'ailleurs, peut-être te faire réagir un peu dessus, mais on disait tout à l'heure aggravation des inégalités dans la crise du coronavirus. Euh, Peut-être sur déjà bon, les conditions de vie. C'est pas du tout pareil de vivre dans un endroit avec un jardin ou un balcon, ou en étant surpeuplé, ou dans un appartement qui est indigne. Et puis aussi, il y a une deuxième chose sur laquelle m'a alerté une sociologue de la santé, qui je pense est très intéressant aussi à penser, c'est que les cancers, c'est toujours chez les plus pauvres en fait. Les cancers sont bien plus fréquents chez les plus pauvres parce qu'ils sont plus exposés à la pollution, aux pesticides, à la malbouffe, enfin à plein de choses en fait, à du travail dangereux aussi qui fait qu'ils ont plus de cancers que les autres. Et du coup, quand on regarde le coronavirus lui-même, puisque le coronavirus est beaucoup plus mortel pour les gens qui ont déjà des maladies chroniques, déjà des problèmes cardiaques, et que ça s'est aggravé chez les plus pauvres, plus qu'on sait que c'est les plus pauvres, en tout cas les plus précaires du pays, qui sont en première ligne aujourd'hui pour aller bosser, ça fait une double exposition des précaires aussi qui sont bien plus exposés au virus, et donc aussi sous un amoncellement d'injustices, et notamment du coup, il y a des questions aussi à se poser autour des inégalités de santé à régler. Oui, 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 parce que là, c'est pareil, l'accès à la santé, on se le disait avant la crise du corona, c'est pas pour tout le monde de la même manière. Là encore, alors, et moi, je parle pas de la province, enfin, des déserts médicaux de province, etc., que je sous-estime pas du tout, hein, mais que je connais moins. Hein. Mais je connais, par contre, l'accès à la santé en ville. Et les temps d'attente pour passer des examens. Alors après, il y a deux solutions où tu es en situation de payer comment ça, tu sais, quand tu demandes à voir un spécialiste ou à passer un examen, genre un IRM, etc., tu payes ta consultation qui est déjà élevée, puis tu payes un truc au tout-bib en plus pour pouvoir le faire plus rapidement. Sinon, tu as des semaines et des mois d'attente. Donc, combien de gens ont une mutuelle? Alors, pour les salariés, c'est à peu près couvert, mais chez la CMU, les délais d'inscription sont longs encore. Il y a souvent des problèmes. Il y a plein de médecins qui refusent la CMI. Il y a tous ceux qui n'ont pas de couverture maladie. Donc, ouais, l'accès à la santé, y compris, moi, je suis désolée, ça paraît peut-être un peu pas bien de dire ça, mais il y a deux médecines en France, enfin, depuis un bon moment déjà. Celle de ceux qui vont bien, qui ont une belle couverture, etc., puis celle des autres. Tu te débrouilles, tu attends, tu reportes, etc., etc. Chez les précaires, c'est y compris même dans les bas salaires. Hein. Moi, je connais des nanas, par exemple, qui bossent dans les EHPAD, etc., qui ont des petits salaires, qui reportent des opérations sur leur temps de vacances parce qu'elles peuvent pas se permettre un arrêt maladie. Parce qu'il y a les 3 jours de carence, etc. Enfin, vous voyez, on en
C'est comment l'insécurité, elle est à tout niveau, elle est sacrément développée. Et chez les mêmes gens se cumulent toutes les difficultés. C'est pas, il n'y a pas de justice non plus là-dedans. Moi, j'ai un proverbe, je dis toujours, il pleut toujours où c'est mouillé. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc, c'est tout ça, ça qu'il faut changer. Et à nous d'être, quand je dis nous, c'est aux forces politiques, celles qu'on porte, hein, à nous d'être à la hauteur, parce que jusqu'à présent, il ne s'agit pas de faire le monde d'avant, le monde d'après. Voilà, jusqu'à présent, on ne l'a pas tellement été. Pas suffisamment pour être les plus forts en tous les cas. Ah ouais, donc, et de ça dépend. Mais on y arrivera, ceci dit, hein, parce que sinon, on se tapera dessus. C'est encore plus vrai aujourd'hui, avec la crise du coronavirus et l'ampleur que ça a. Ça démontre encore plus ça. Ouais, je pense que c'est important, effectivement. Pour continuer un peu avec les sujets qui me semblent importants, il y a eu plusieurs propositions que nous, on a relayées d'associations sur le fait notamment de baisser ou de faire un moratoire sur les loyers. Pour des loyers, ouais, bien sûr. Donc, la bien question sûr. du loyer, peut-être si tu as des choses à dire dessus. Et puis peut-être, nous, on avait demandé aussi que sur des questions de choses qui sont vitales, tu vois, l'eau, l'électricité, on puisse avoir les quantités nécessaires à la vie qui soient gratuites pour pas qu'il y ait des gens qui soient privés de courant comme 572 000 familles par an, pour pas qu'il y ait des gens qui se retrouvent sans eau chez eux. Bon, bien sûr, ça nous a été refusé. Mais ça, c'est des choses qui nous semblent aussi importantes et d'ailleurs, en fait, qui devraient être mises en place maintenant dans la crise, mais qui devraient continuer par la suite parce que c'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, on ait des gens qui vivent sans eau, sans électricité, avec des loyers qui sont des charges énormes et que notamment, nous, on est en Île-de-France, on connaît ça. Ben oui, moi, enfin, ça semble même, il faut garantir à chacun et à chacune, et ceux pour qui on est le plus inquiet, c'est ceux qui ont le moins de moyens, parce qu'il y en a, ces besoins-là, ils sont pourvus, le toit, la nourriture, la santé, le chauffage, enfin, je veux dire la lumière, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on est sorti des grottes quand même, et puis l'accès à l'information, enfin, des trucs de la vie, du niveau de notre intelligence. Donc oui, un moratoire. Alors moi, je me méfie en même temps des dettes qu'on suspend, parce qu'il faut toujours les payer un jour, hein. Et quand, enfin, moi, je connais pas de situation de gens qui sont vraiment en difficulté comme ça dans les 3-4 mois, enfin, à moins de gagner au loto, mais voilà. Il y a plein de gens qui n'auront jamais d'héritage pour régler leurs dettes, par exemple. Donc, il ne s'agit pas d'endetter les gens et de repousser ça. Non, non, il y a des choses, des dépenses qu'il faut annuler aujourd'hui. Il faut donner de l'air. Alors, j'entends bien, moi, il y a des offices d'HLM qui sont en difficulté, etc. Il y a des batailles à mener parce qu'en même temps, le logement social, c'est une nécessité absolue pour plein de gens. C'est le moyen de se loger pour pas trop cher, quoi, qui devient souvent assez cher. Mais ouais, il faut un moratoire sur les loyers, il faut un moratoire sur les factures d'électricité, etc., y compris sur la télévision. Je suis désolée, ça peut paraître ringard. Mais moi, je suis partie d'un milieu où, bah voilà, on a grandi avec la télé, et même les conneries, on est capable de les regarder au 2e degré, quoi. Et puis de toute manière, il n'y a pas que nous, parce que quand on regarde les statistiques de ceux qui regardent quoi, il y a quand même vachement de gens qui regardent la 6 et la 1. Et ça dépasse largement les 20% de la population en difficulté. Donc je me dis, mais non, enfin, moi, je blague, c'est pas sérieux. C'est important. Moi, je trouve que tu as raison. Dans les mesures d'urgence qu'on a sorties au tout début, quand on discutait la loi d'état d'urgence, une des choses sur lesquelles on avait beaucoup insisté, c'est cet accès à l'information dont tu parlais. Et ça peut être, c'est en lien avec la télé. Je pense que c'est un point important en fait. On l'avait pas mis directement dedans, mais je pense qu'il faut qu'on rajoute, c'est important. Ah ben oui, parce que, y compris quand tu regardes maintenant, comme on est tous abonnés à des trucs internet, enfin les box, machin truc et tout, eux, ils discutent même pas hein, quand il y a difficulté. Hein. Ils coupent, hein, et vous avez même plus l'interlocuteur. Donc ça, enfin, je veux dire, voilà, ça fait partie des dépenses nécessaires. Imaginons un appart là sans rien dedans. Alors vous allez me dire, bah, les gens ils ont qu'à se mettre à lire, ils ont qu'à, d'accord.
Sauf que, voilà, c'est juste beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, on avait mis sur le téléphone aussi, qui est lié en lien Ouais, avec la ouais, télé, notamment pour des gens qui sont très isolés actuellement et pour qui le téléphone, du coup, est le dernier moyen de communication avec des gens, parce que tout le monde n'a pas Internet, tout le monde. bien sûr. Mm. Autre sujet qui est, lui, un peu plus délicat, qui me paraît très important, c'est la question de la gratuité des funérailles pour les personnes atteintes du coronavirus. Parce que il y a plein de familles, tu disais tout à l'heure, il y a plein de familles qui ne peuvent pas mettre 50 euros de côté. Alors, faire face à un décès qui arrive soudainement, bon, je dis pas qu'on peut prévoir les décès, mais parfois on sait, il y a quelqu'un qui est malade, il y a quelqu'un. Bon, là, soudainement, il y a quelqu'un qui part dans la famille. Et notamment, j'entendais hier ou avant-hier aux informations que le gouvernement a réquisitionné un bâtiment près de Rungis pour tenir lieu de lieu mortuaire, en fait, où ils entreposent les cercueils avant qu'ils puissent être incinérés ou autres, selon. Et que les familles devaient payer 150 euros d'admission dedans, plus payer ensuite 35 euros par jour en plus du temps où le cercueil est resté dans cet endroit. Donc ça représente quand même des frais très importants entre ça plus bon, les frais d'obsèques classiques. Et je pense qu'il y a des choses à faire aussi là-dessus, sur cette Bah, question. évidemment. La mort, c'est un marché aussi, hein, et c'est un marché qui coûte très très cher. Hein. Même euh, moi, j'ai eu la malchance l'année dernière de perdre une de mes sœurs. Donc, et c'est moi et une autre de mes frangines qui sommes occupées des obsèques parce que ma frangine était très 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 touchée, puis que ses gamins sont tous les trois handicapés. Donc voilà, c'était comme ça. Et donc on a fait, non pas parce que ça se posait, et puis parce on a fait au moins cher. Mais même des obsèques dignes, mais moins chères, c'est-à-dire sans tomber dans le luxe du cercueil ou je sais pas quoi, bah, c'est 2000 euros. Voilà, le basique, le 2000 euros. Donc oui, oui, ça doit être gratuit. Et ces histoires d'endroits où on entrepose, enfin Rungis, ça avait déjà servi, moi je me rappelle au moment de la canicule. Hein. Quand il y avait trop de personnes âgées, on en avait mis beaucoup là-bas, donc ça n'avait pas été relevé à l'époque, mais tant mieux qu'on se pose cette question-là maintenant. Parce que cette question-là, elle était posée, elle est mise en exergue avec le coronavirus, mais elle se pose à chaque fois. Moi, j'ai vu des gens en situation difficile, financièrement parlant, en difficulté, avoir des huissiers sur des histoires à payer de comptes funèbres. Hein. Donc, oui, moi, de toute manière, quand on a une société tellement inégalitaire sur tout, tout ce qui touche à la vie, et ben moi, je suis une militante de la gratuité pour plein de choses. Alors après, on me dit c'est toujours quelqu'un qui paye. Bah, posons-nous cette question-là. On voit comment on répartit les efforts. Mais quand on condamne des gens à tant d'exclusion, tant de difficultés, on entretient le système qui permet que tout ça fonctionne parce on est ceux qui tournent, ils sont ceux qui touchent les ronds. Enfin, je veux dire, quand tu es le champion d'une monopoly, du grand marché sur tous les domaines, ça ne gêne pas que tout soit toujours plus cher, plus cher, plus cher. Mais enfin, vous voyez, là, c'est pareil, il y a plein de trucs où on était de toute manière arrivé, on est arrivé à un truc qui est plus possible, qui est pas gérable pour tous ceux qui sont dans la foule du peuple, qui est pas propriétaire, qui est pas ceci, qui est pas cela, et même d'ailleurs dans d'autres, même si on déborde un peu de ça, c'est difficile. Mais ouais, quand il y a tant d'inégalités, ben, il y a des services qui doivent être rendus gratuitement. Ça fait partie c'est notre héritage collectif qui devrait nous permettre ça. Ouais. Au fil des décennies et des siècles, on a créé des richesses, on est issu de familles qui ont toujours bossé pour ce pays. Enfin, moi, mon père était cantonnier à Ivry. Je suis désolée, il a amené sa pierre. On a fait plein de gens qui sont devenus infirmières et soignantes, etc. On fait partie, on est les héritiers de ce point-là. Donc, on ne veut pas du sonnant du trébuchant, mais on voit bien que les services publics, c'est une manière de redistribuer. Et la mort, ça devrait faire partie d'un service public. Voilà. Là aussi, on ne choisit pas tellement, quoi. Oui, c'est ça.
Elmi me fait remarquer même que en fait, sur ce que je disais sur les tarifs tout à l'heure, on demande même 50 € par heure aux familles pour voir une dernière fois le défunt. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, c'est gerbant. Sachant qu'en plus, généralement, c'est des gens qui meurent tout seuls, sans Ouais, pouvoir voir personne. Donc, le pire de l'inhumanité qui puisse. c'est gerbant. Donc, effectivement, je pense que ce que tu dis sur le service public, qui devrait être, la mort devrait être un service public, je pense que c'est important. Et que là, on est dans un moment où on se rend compte de ce que c'est un bien commun, de ce que c'est un service public, de l'importance que ça a. Peut-être pour continuer, un mot sur les femmes, parce que pour le coup, il y a des problématiques spécifiques qui se posent sur la question des femmes. C'est aussi elles qui sont en première ligne. Il y a des questions d'accès aux droits aussi qui sont posées en ce moment. Nous, toute l'idée qu'on a, c'est dans toutes les propositions que tu as faites, c'est qu'en fait, ce qui devrait être mis en place maintenant dans l'urgence devrait pouvoir continuer. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est de dire, bon, bah, maintenant, on arrête avec ce qui a été fait pendant des années, qui a plongé plein de gens dans la misère, dans des situations d'inhumanité absolue, et on remet les gens dans la possibilité d'avoir juste une vie digne. En fait, c'est juste ça. Sur la question des femmes, est-ce que tu as envie de dire des choses peut-être Bah, pareil, c'est comment peut-être qu'un jour on réfléchira à la violence, hein, et à la violence dans le couple, enfin de manière collective, etc. Mais en attendant, là, il y a urgence. Ça n'a pas été fait depuis longtemps et on a quand même des phénomènes de violence qui durent et qui touchent un peu partout. Avec, et c'est souvent, malheureusement, même si c'est pas que spécifique aux hommes, qu'il y a un certain nombre de femmes violentes, moi je veux bien en convenir. La preuve, il y a des enfants maltraités, c'est bon. Mais la situation des femmes et la situation des enfants aussi dans des milieux comme ça, elle est, voilà, c'est encore plus difficile. Euh, pour les femmes victimes de violences, évidemment, quand tu es enfermé avec la personne qui te tape dessus, il faut bien imaginer le nombre d'heures où tu es aux aguets, dire que peut-être ça va tomber parce que tu sais que ça va tomber. Parce que là, tout est quand tu es en permanence ensemble, on sait bien déjà, même quand ça se passe bien, comment c'est pas facile de partager un petit espace à peu, enfin, même à deux, c'est super compliqué. Donc, quand il y a violence dans le couple, eh ben, c'est multiplié par je sais pas combien, voire ça peut ancrer dans un certain nombre d'endroits. Pareil pour les enfants confinés, bah, c'est des enfants pour qui c'est pas facile. Alors, et c'est d'autant pas facile que le milieu est difficile. C'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, quand il y a des parents qui sont quand même plus cool, etc., qu'il y a de l'espace dans la maison, un jardin où on peut aller crier, une table vaste où on peut faire ses devoirs, un ordinateur qu'on a. Enfin, c'est difficile, mais imaginons. Les... Moi, des fois, je réfléchis parce que moi, je suis issu d'une famille où on était 9 gosses. Donc, à la maison, on était 11 dans un F5. Donc, l'autre fois, je disais à Albert, imagine là, si on était, et j'en connais des familles, ou alors peut-être plus 9 aujourd'hui, mais je connais des familles nombreuses. Imaginons les familles où il y a 3-4 adolescents. Comment ça se passe, qui n'ont pas accès à dehors. C'est pour ça, autant moi, je me bats pour que tous ceux que je vois, ils restent confinés. Après, je supporte plus non aussi les donneurs de leçons à la télé rester. Oh, il y a des moments pour qui c'est vachement difficile le confinement. C'est pas une solution facile. Et moi, je suis parce que comme personne, on n'a pas confiance dans nos sinistres et compagnie. Moi, j'ai absolument pas confiance. Je ne suis pas sûre aujourd'hui, la période de confinement qu'on est en train de vivre, que le petit mois qu'on a fait là, il soit vraiment pris en compte et qu'ils font les efforts nécessaires pour que ce soit le plus court possible. Ça ne peut pas être la solution à tout, le confinement. Je suis désolée, il faut des tests, il faut des masques. Il va falloir que les gens y ressortent au bout d'un moment. Parce que ça va créer d'autres problèmes. Ça va créer, enfin, l'enfermement chez les personnes âgées, on a dit déjà, l'isolement, etc. Ça peut fabriquer des gens qui vont lâcher prise, qui vont partir en vrille dans les têtes, mais même dans les corps, ça. Oui, je pense que c'est très important de ne pas sous-estimer l'impact psychologique, enfin, Ah ben,
Moi, que et la quoi. semaine dernière au boulot, il y avait des gens. Je travaille avec des adultes qui sont en situation de handicap mental ou psychique, mais qui sont suffisamment autonomes pour vivre dans une. Ils ont leur petit studio et puis on a des lieux collectifs, etc. Bon, ben, enfin, c'est quand même des gens qui sont tous sous traitement, qui sont très malades. Là, ça faisait 2 semaines, ça craquait. Il y a des gens qui arrivent, qui hurlent, qui disent j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Alors on peut se dire c'est du caprice, etc. Mais donc il faut discuter, parler, reparler, etc. Un qui hurle après l'aide ménagère, etc. Parce qu'elle s'est juste approchée un peu, qu'elle lui a fait remarquer, enfin que lui s'est approché un peu, qu'elle lui a fait remarquer qu'il n'y avait pas 1 mètre de différence entre les deux. Il a explosé, Mmh. explosé. Il a fallu monter 4 à 4, lui dire monsieur vous allez dehors faire un tour, etc. Enfin voyez, c'était la semaine dernière. Là, demain, je bosse, je ne sais pas comment ça va être. Mais Ouais. donc, ça ne peut pas durer. Ça peut être que exceptionnel. Alors, bien sûr, la Chine, elle l'a vécu. Et j'ose même pas imaginer. Je pense que c'était pareil dans plein d'endroits en Chine. Mais moi, ce que j'aimerais être convaincu, c'est que là, ce que fait notre gouvernement, etc., ça va nous permettre ce temps-là, il va être utile et pas considéré comme inutile quand on nous aura dit ah bah oui mais non mais comme les masques ça a été trop tard, les tests il y en a pas assez, ben on va reconfiner tout le monde. Enfin voilà, il faut qu'on en sorte et puis il faut éviter que ça se reproduise. Ça peut pas être une variable d'ajustement le confinement. Non, mais Ça peut pas être ça. c'est ça qui reboucle aussi avec ce qu'on disait au tout début, enfin ce que tu disais au tout début sur la question du chômage, avec une individualisation et une culpabilisation des gens sur le fait d'être au chômage, alors que voilà. Et sur la question du confinement, il y a quand même une petite musique qu'on entend depuis une semaine, 2 semaines, des quartiers populaires où les gens ne seraient pas assez disciplinés. Bon, C'est pas les vrai en plus. propos aberrants du préfet allemand qui quand même dit les gens qui sont en réanimation, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le confinement. Des maires qui voulaient au départ faire des couvre-feux que sur certains quartiers. Donc, il faut imaginer la stigmatisation que ça veut dire aussi pour ces gens. Et en fait, c'est à se demander, enfin même c'est à peu près sûr, si toute cette stratégie d'individualisation, de culpabilisation, elle n'est pas faite justement pour masquer les erreurs et les manques du gouvernement, notamment sur les besoins de dépistage massif, sur les besoins de masques et de protection pour tout le monde, sur le nombre de lits, parce que finalement le confinement aussi long, c'est sur le nombre de lits et le nombre de respirateurs et le nombre de soignants. Donc cette individualisation, c'est aussi un réflexe du système pour un peu cacher les responsabilités qui existent et les remettre sur une responsabilité individuelle. Bien sûr, de toute manière, enfin, comment euh, oui, le confinement, il est nécessaire parce que tout le monde ne peut pas être malade en même temps, sinon l'hôpital public, il ne tiendrait pas, etc. Donc, on n'est pas bête, hein, tout le monde peut comprendre. N'empêche qu'on s'aperçoit qu'on était, alors on savait bien que l'hôpital était en crise, on a même nous-mêmes manifesté un paquet de fois. Enfin, je veux dire, voilà, les soignants, c'est pas nouveau, et c'est noté d'ailleurs, c'est relevé. Donc là, c'est pareil, dans le monde d'après, on va voir. On va voir comment ceux qui se tuent à la tâche, là, ils ont été entendus ou pas. Parce qu'il faut que ça sonne, là, pour le coup aussi, il faut que ça sonne sonnant et trébuchant, et pas seulement en termes de primes ou quoi que ce soit, mais ouais, il faut une revalorisation du salaire, ouais, il faut plus de gens dans les hôpitaux, oui, il faut plus de matériel, oui, il faut être encore plus pointu, parce que la santé, c'est tellement précieux. Et on sait que c'est aussi inégalitaire. Donc oui, tout le social, le sanitaire, le social, il faut mettre beaucoup d'argent dedans. C'est de l'investissement en vérité. Bien sûr. Et donc le confinement, oui, on vit cette période parce que on a été, c'est risible en plus, on se moque de nous. Sur les masques, on se moque de nous. On nous explique qu'il ne faut pas les mettre. Moi, j'ai expliqué aux résidents de mon boulot plein de fois, non, le masque n'est pas nécessaire, etc. Enfin, tu essaies de faire les choses. Et puis là, maintenant, on va dire, bah, vous allez mettre un masque ou quoi que ce soit, parce que. Mais, euh, mais voilà, voyez. Et puis les tests, merde. Comment ce qui est possible en Allemagne, c'est pas possible ici? Merde. Bien sûr, je pense que c'est Mais dur. nous, on est tellement forts, on a tellement pas besoin parce qu'il y a un truc qui est franco-français là-dedans. Hein, vous voyez, ça tient à notre nature. On fait toujours bien. On fait toujours bien. Le gouvernement français fait toujours bien. Il sait toujours tout. Et il a tellement peu besoin des autres. Non, c'est difficile. Bien sûr.
Malika, est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui te Oh semble non. important? Parce que je pense qu'on a fait un bon panorama quand même. Ah ouais, hein. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on cause, hein. 45 minutes. Oh, on est balèze, hein. Parce que tu sais quoi, je me mettais à table quand tu as appelé, donc je vais pouvoir finir ma salade. On va vite manger. Mais c'était une salade, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Ah, ça Oh, va. bah, merci Mathilde. Merci à toi, Malika. Tu me C'était fais passionnant. passer le truc? Tu me fais passer le truc quand c'est sorti? Bien sûr, bien sûr. Merci, merci Ok. beaucoup. Vas-y, arrête l'enregistrement, Elmi. Comme ça, c'est bon. Salut aussi.